sur Lyon. La société aujourd'hui compte 45 personnes. Voilà, nous sommes composés d'ingénieurs, de projeteurs, de personnes spécialisées dans la direction des travaux. Nous avons plusieurs pôles SPS, VRD. Alors, je vais vous parler du projet de la réhabilitation du pont, donc franchissant Yonne à Pont-sur-Yonne. Donc, les principaux intervenants, alors le maître d'ouvrage, c'est le conseil départemental de Yonne, le maître d'œuvre, donc PMM, ingénieur conseil, le groupement d'entreprises donc qui a réalisé les travaux, Vinci Construction, qui est donc le mandataire, et avec son métallier Berthold. Leur bureau d'études, d'exécution, ceux qui ont donc réalisé les plans d'exécution, les notes de calcul, est le bureau d'études Quadric, qui est donc un groupe d'Artelia. Le bureau méthode a été réalisé par le service méthode de VCF TP Lyon. Voilà, en ce qui concerne donc les principaux intervenants qui ont réalisé les travaux et la conception de cet ouvrage. La situation de l'ouvrage, donc là le pont, donc, il est situé dans le département de Yonne, hein, il franchit Yonne et porte donc la RD 106, hein, qui permet de relier Sens, la ville de Sens à Paris. Voilà. Un petit mot sur l'ouvrage existant. Donc, l'ouvrage existant aujourd'hui, sa longueur totale est de 164 mètres. L'ouvrage donc est composé de 3 travées. Nous avons une première travée qui fait, enfin les travées de rive font 45 mètres avec notre travée centrale à 74 mètres de portée. L'ouvrage, c'est un ouvrage mixte qui est composé d'un triple bipoutre métallique, d'accord, constitué de tôles rivetées, qui comporte donc 2 travées donc en cantilever, hein, qui permet donc d'appuyer donc nos travées de raccordement qui elles font 45 mètres de portée. Aujourd'hui, nous avons un ouvrage, l'ouvrage qui existe aujourd'hui, c'est pas un ouvrage mixte, hein, c'est un ouvrage qui travaille essentiellement en charpente métallique. Au-dessus, on a uniquement une dalle, un ourdi en béton d'épaisseur de 28 cm qui, elle, n'est pas donc connectée donc, à la charpente. D'accord, elle est juste posée par les retombées en béton au niveau des entretoises métalliques. Alors, les investigations et les contrôles de l'ouvrage existant. Alors, en 2013, le maître d'ouvrage avait lancé une campagne de diagnostic complet sur l'ouvrage, donc pour déterminer donc, les pathologies sur la charpente métallique et sur les bétons, hein, pour donc appréhender et vérifier tous les désordres dans le béton, dans la charpente métallique et ainsi sur l'étanchéité et sur l'anticorrosion. En 2016, le maître d'ouvrage donc a lancé donc un appel d'offres pour choisir son bureau d'études afin de réhabiliter l'ouvrage dans sa globalité. Mise au point du projet, alors 2017, 2018 et 2019, donc il y a eu des réunions donc préparatoires, hein, avec les concessionnaires, les services publics, les collectivités, VNF, afin de prendre en compte toutes les données d'entrée pour la conception, hein.
En automne 2019, il y a eu donc des réunions d'information sur les travaux, hein, une présentation du planning prévisionnel des travaux. Ensuite, il y a eu un lancement d'un plan de communication qui a été réalisé par le département. Et en fin 2019, donc des réunions préparatoires et de démarrage, une mise au point donc, du projet avant le démarrage des travaux. Les contraintes principales du projet, alors tout d'abord, c'était de maintenir donc la circulation routière et piétonne pendant toute la durée des travaux. On a, sur cet ouvrage, nous avons 12 300 véhicules jour qui passent. La deuxième contrainte, c'était la conservation des appuis existants. Donc, l'objectif, c'était de démolir le tablier uniquement, d'accord, tout en conservant donc les piles en rivière. En termes de profil en travers, l'objectif de la conception, c'était de réaliser donc une chaussée de 9 mètres avec un trottoir aval de 2,50 m, un trottoir amont d'1,40 m avec une protection en MVL et des garde-corps de part et d'autre. Une contrainte assez importante, c'était le respect du gabarit VNF. Voilà, il y a eu quand même plusieurs réunions qui ont été effectuées avec VNF pour la prise en compte de leurs contraintes. Donc, en phase définitive et en phase travaux. Le respect de l'aspect donc architectural des équipements, donc là, le respect des corniches, des garde-corps qui ont été proposés en conception, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ouvrage aujourd'hui est en zone inscrite, d'accord, et classé. Donc là, l'architecte des Bâtiments de France nous a guidés sur le coloris de l'ouvrage, sur la conception et la plasticité des poutres et des superstructures. Ensuite, une contrainte assez importante, c'est qu'aujourd'hui, le pont est traversé par des réseaux existants, d'accord? Donc, voilà, respect du passage des réseaux et de leur fonctionnement sur et hors ouvrage pendant toute la durée du chantier. Et la prise en compte, donc, des normes Eurocode pour le dimensionnement de l'ouvrage. Voilà. Laisser peut-être la parole à Guilhem. Oui, je vais reprendre. Bonjour à tous. Donc, Christophe Jean. Donc moi, je suis directeur de travaux en charge de l'opération pour VCFTP Lyon. Donc, merci Fabrizio pour l'introduction sur le projet. Donc, moi, je vais redémarrer là, un petit peu sur la suite, c'est-à-dire dire aujourd'hui, nous, l'entreprise, quand on a reçu un petit peu ce dossier sur la table en appel d'offres, je dirais, on a très vite compris qu'il y avait un enjeu fort sur ce projet lié à son implantation, j'allais dire, dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on a un ouvrage qui franchit Lyon et dans le secteur, il y en a peu. Il est en milieu urbain, c'est-à-dire qu'il coupe le village de Pont-sur-Yonne en deux et en plus, il est très, très emprunté. Donc, nous, on a tout de suite ressenti cette problématique-là et ça se voyait un petit peu, je dirais, ça transpirait dans le dossier, car on avait un dossier qui laissait ouvert à beaucoup de dispositions. C'est-à-dire qu'on avait une offre de base qui était sous une coupure totale de l'ouvrage existant, puis des prestations supplémentaires avec une première prestation liée à des travaux avec maintien de circulation piétonne et une deuxième prestation que s'appelle la PSE2 avec travaux avec maintien de circulation pour les véhicules légers en alternat et les circulations piétonnes. Et on a très vite senti que c'était un point clé, je dirais, dans le dossier pour le donneur d'ordre. Donc, nous, on s'est attaché à regarder ça. Il faut aussi signaler, j'oublie, c'est que l'ouvrage, le marché était ouvert à variantes.
Donc, en plus de répondre à ces 3 sujets, sur chacune de ces prestations, on pourrait regarder les variantes. Et on voit bien que dans la constitution du tablier, en fonction des contraintes qu'on se fixe en exploitation, on peut envisager des typologies d'ouvrages totalement différentes. Dans le cadre de l'offre de base, par exemple, on peut passer un ouvrage, un bipoutre simple, classique, avec un tablier d'environ, parce que l'ouvrage fait à peu près 14 mètres de large. Automatiquement, quand on commence à garder des circulations, il faut phaser l'ouvrage et donc aller sur des marchés avec plusieurs bipoutres accolés, par exemple. Voilà. Donc, nous, on a travaillé beaucoup ces éléments-là. L'appel d'offres a commencé en 2018. Il y a eu un premier qui a été déjà infructueux, puis ensuite, il est ressorti fin 2018 avec une réponse début 2019. Et donc, on a fait beaucoup d'études. On s'est associé, je dirais, dès le départ avec un bureau d'études, en l'occurrence avec Quadric, qui nous a aidés dans cette analyse, parce que, en fait, j'ai chacune des pistes techniques ou de méthodes qu'on pouvait avoir se confronter finalement à une étude structurelle de l'ouvrage existant. Est-ce qu'on peut le couper à 1/3, à 2/3, au milieu? Quel type de charpente on peut garder? Dans quel cadre il est stable ou instable? Donc, on s'est beaucoup appuyé sur Quadric qui nous a aidé énormément dans cette phase-là. Après, donc, dans les enjeux, si on reprend un petit peu comment on a abordé le sujet. Donc, nous, dans la phase coupure totale, on voit bien là, donc c'est une vue en plan un peu schématique du projet. On est en pleine zone urbaine et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas de place. Autour de cet ouvrage, il n'y a pas de place. Il y a un carrefour de chaque côté du pont et donc il est impossible d'envisager un lançage de charpente. Donc, automatiquement, c'est un projet qui devrait se traiter par moyens nautiques. Et on sait très bien que les moyens nautiques, c'est onéreux et c'est surtout soumis à un paquet de contraintes, que ce soit météorologiques, météorologiques, pardon, ou liées au trafic fluvial avec Lyon, qui est quand même relativement emprunté dans ce secteur-là. Donc, on a étudié cette solution-là et on a regardé un petit peu ce que ça donnait. Alors, par contre, ça avait un avantage fort, c'est qu'on pouvait optimiser, je dirais, la structure du pont en passant à un seul bipoutre. On avait quand même un garde sur de la matière. Mais très vite, on s'est dit, bon, on va répondre à ça, mais on a mis notre énergie plutôt sur le sujet maintien de la circulation. Parce qu'on s'est dit, un ouvrage comme celui-ci, si on arrive à avoir une bonne idée et à rester dans une enveloppe économique pas déconnante par rapport à une solution sous coupure, alors on pense que c'est quand même quelque chose qui sera entendu. Donc, on a réfléchi à une solution un peu innovante, solution d'après, voilà, où je dirais, on a regardé comment on pouvait couper l'ouvrage dans le sens longitudinal, et tout en réalisant la déconstruction et la reconstruction. Et alors là, je dirais, on s'est rendu compte du point qui nous facilitait la vie, c'est qu'on a un tablier qui a 3 voies. Donc, ça permet, je dirais, assez facilement de pouvoir isoler une voie de circulation en conservant une zone suffisamment large. On a une structure d'ouvrage qui a 3 bipoutres, donc on pouvait se raccrocher à des éléments stables, même en l'ayant coupé en 2. Et donc après, nous est venue un peu la technique qu'on a qualifiée là, dernièrement lors du travaux de top and down, c'est-à-dire qu'en assemblant un petit peu la charpente et la structure sur le pont existant et en déconstruisant, en utilisant la matière du nouveau pont pour finalement travailler dans un environnement contraint et sur une emprise très réduite. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails des méthodes, c'est ce qu'on va faire par la suite. Mais je dirais, voilà un petit peu comment on aborde le sujet. Alors, il y a quand même un point qui est un petit peu délicat dans cette méthode-là, c'est que par cette méthode, vous mettez tout sur le chemin critique. C'est-à-dire que autant quand vous faites des choses, on va dire en termes de nautique, vous pouvez construire ça à côté, vous faites du temps masqué. Là, on est clairement sur un planning qui est très tendu, car toutes les tâches s'enchaînent et finalement, on est un petit peu sur un fonctionnement tunnel, c'est-à-dire avec les tâches en petit train et en chemin critique. Voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, je vais laisser la parole à Étienne pour la partie, on va dire, plus structure de l'ouvrage. Oui, bonjour à tous, c'est Étienne Bulin. Quadric. Sur cette opération, on a assisté ainsi à la phase d'appel d'offres. Donc, on a réalisé l'intégralité des études d'exécution, que ce soit l'exécution du génie civil, mais également de la charpente pour personne. Je vais revenir un peu sur du coup le phasage de base, celui qui a été retenu pour les travaux, sans rentrer dans les détails des distinctions techniques qui seront développées par la suite.
et sur l'implication que ce passage avait sur le calcul des structures et la résistance des structures. Parce que dans ce projet, on a bien deux structures à analyser, c'est la charpente neuve, enfin la structure neuve, et la structure existante qui va être fonctionnée dans des modes dégradés, puisqu'on va venir la scier longitudinalement, donc la phaser transversalement. Sur la première phase, donc, on va monter la charpente sur l'ouvrage existant. Donc ça implique déjà de fonctionner transversalement par demi-ouvrage, donc un calage et un calage transversal de la dalle, puisque comme l'a expliqué M. Guernet, la dalle n'est pas connectée aux poutres existantes. Donc on a 3 bipoutres et une dalle qui repose sur les entretoises. Donc une fois qu'on a scié cette dalle, il y a un calage qui est nécessaire, on reviendra dessus. Dans un deuxième temps, la charpente, elle va être mise sur palets. Donc, il y avait déjà le problème d'implantation de ces palets au niveau des appuis, c'est-à-dire qu'on conserve des appuis existants et on doit y intégrer le positionnement des appuis pour la charpente neuve. Donc, avec le biais en plus prononcé de l'ouvrage, c'est un gros sujet d'implantation en tête d'épine. Donc, la charpente, une fois montée, elle va subir des charges à vide, avec des problématiques à la fois de déversement, mais également des problématiques de soulèvement au niveau des culées. Donc, que ce soit les phases pour la déconstruction du OD, comme on le voit ici, ou pour la déconstruction de la charpente par tronçon. Donc, les collègues reviendront sur les méthodes précises de déconstruction de la charpente, mais on voit que dans ces phases-là, premièrement, le cantilever central doit être suspendu avant de déconstruire les travées de rive, et en plus, on met des charges importantes de l'ouvrage existant sur l'ouvrage neuf, avec un ouvrage qui est en charpente seule, donc qui subit le déversement. En plus de ça, il y a une méthode de pose à la grue du ourdi définitif qui vient solliciter fortement la charpente. Et enfin, la dernière phase, qui est la phase de on va déhisser la charpente. Une fois qu'on aura déconstruit l'existant, on va venir la remettre sur ses appuis définitifs. Donc là, on fonctionne en console et avec un portique par particulier. Donc, je vais revenir un petit peu sur la coupe transversale de l'ouvrage neuf, qui a été adapté justement pour répondre au phasage de construction. Donc on a un ouvrage à 4 poutres, donc il va fonctionner provisoirement en 2 bipoutres indépendants, et qui, en fin de travaux, en chantier, sera clavé longitudinalement. Donc, ce clavage longitudinal, il nous posait des questions, puisque on a un ouvrage qui aura vécu un petit peu la circulation, et de l'autre ouvrage qui sera neuf, avec des constructions phasées dans le temps. C'est pour ça qu'on a retenu cette solution de double quai avec coffrage perdu qui permet de garder un peu de souplesse en termes d'implantation. Et enfin, finalement, la solution bipoutre sur un ouvrage de 14 mètres était possible. La solution quadripoutre s'est imposée par le phasage, mais c'est aussi une opportunité en termes de ourdi d'optimiser l'épaisseur, puisqu'on a réussi à passer, comme les portées transversales sont faibles et qu'on fonctionne en 4 poutres, on a réussi à passer une dalle préfabriquée d'épaisseur 22 cm. Donc aussi un gain de matière à ce niveau-là. Et donc, sur cette diapositive, on présente un peu le phasage transversal général de l'ouvrage. Donc, dans un premier temps, les 2 bipoutres aval sont immobilisés. On va venir construire la charpente au niveau de ces 2 bipoutres. C'est le seul bipoutre amont qui va supporter la boîte provisoire et le trottoir. Dans un second temps, la circulation sera rétablie sur le bipoutre aval neuf et on viendra déconstruire le seul bipoutre en exemple de contraintes techniques que cela produisait, on voit la coupe ici sur le bipoutre amont et la construction de la charpente dans la deuxième phase au niveau du bipoutre amont. Donc on voit très clairement que quand on maintient ce seul bipoutre avec le ourdi, le tiers de ourdi au-dessus, on vient changer le comportement à la fois des poutres métalliques et aussi le comportement du ourdi. Pour les poutres métalliques, la poutre de rive était renforcée dans l'ouvrage existant, mais là on se rend compte que finalement la poutre qui avant était centrale fonctionne en poutre de rive, et ça implique des chargements dissymétriques importants. Et donc, par exemple, pour les phases provisoires, on a vu qu'on a dû limiter les tonnages limiter la circulation au convoi lourd, et également raboter de manière anticipée l'enrobé et les superstructures, afin d'alléger la structure et surtout les structures qui étaient sur la console.
C'est pour la charpente. Et enfin, pour le ourdi, ben, on voit bien que là, on a un ourdi qui va fonctionner en console au niveau de la poutre, alors qu'initialement, c'était un endroit où il était sollicité en fibre inférieure, puisqu'on était, si vous voyez le schéma en haut à gauche, on avait une flexion du ourdi entre les deux longrines, donc qui était appuyé sur l'entretoise. Maintenant, à l'inverse, on vient appuyer au niveau de la poutre, et donc fonctionner en console. Les calculs ont montré qu'il y avait besoin d'un renforcement, et ce renforcement a été fait à l'aide de renforts en lamelles carbone, qui permettait aussi de faire circuler les convois sur le renforcement. La contrainte d'accès sous dalle n'a pas permis de sous-étayer les dalles en console, qui a été la solution la plus naturelle. Bonjour à tous, Guillaume Demoroy, je suis ingénieur travaux de CFTP Lyon en charge du chantier. Je vais rentrer dans le détail de chaque partie de l'ouvrage pour la partie méthode de réalisation et travaux. Pour rebondir sur ce que disait Étienne au niveau de l'implantation et de la densité des appuis sur les piles, on se rend compte que les piles pouvaient être les chevêtres sur piles qui devaient être reconstitués afin de répartir les nouvelles charges induites par la charpente neuve, qui étaient décalées par rapport aux appuis de la charpente existante. On a réussi à faire un chevêtre avant le démontage de l'ouvrage existant, moyennant une géométrie un petit peu zigzagante entre tous les appuis existants. À cette contrainte, c'est ajouter l'implantation des palets provisoires supportant la charpente neuve pour la phase de déconstruction. Donc là, on ne voit pas apparaître sur le plan, mais il faut imaginer qu'en plus des appuis neufs et des appuis existants, il y avait un tube ancré, comme on peut le voir sur la photo suivante, un tube ancré qui allait recevoir la charpente neuve, qui passait exactement entre les deux bipoutres existants, à quelques centimètres près. Ces chevêtres neufs de piles fonctionnaient en poutre, en flexion, justement pour reprendre les charges sans forcément redimensionner complètement les piles existantes. Ça permettait de contrer un petit peu les problématiques de portance de la pile existante et notamment la présence de galeries de dynamitage qui étaient existantes dans les piles, car le pont a été construit pendant la guerre par les Allemands et du coup il y avait des cheminées de dynamitage et des galeries qui ont été remplies par du gros béton, mais le chevêtre permettait de répartir les charges. Voilà, le chevêtre définitif qui est en arras supérieur, qui était juste sous les anciennes entretoises de poutre. Donc, des travaux en milieu confiné avec un ratio d'acier assez important, comme vous pouvez le voir sur les photos précédentes. Il y a plus de 350 kg par mètre cube. Donc, ça faisait des chevêtres de plus de 10 tonnes par pile à réaliser en sous-œuvre. Ensuite, et en parallèle de ces travaux de piles qui ont été les premiers à être réalisés au démarrage du chantier en janvier dernier, les convois de charpente neuves ont été fabriqués en usine en tronçon échelle, c'est-à-dire que les deux poutres constituant le bipoutre étaient assemblées par des entretoises, transportées par convoi exceptionnel jusqu'à l'ouvrage existant, reculées sur l'ouvrage existant pour être posées à leur emplacement définitif et leur altimétrie d'assemblage définitive, moyennant un réglage par les remorques vérinables, qui avaient une certaine course de vérin sur les essieux de la remorque arrière. Ça a permis d'assembler les 7 tronçons, donc des tronçons qui pesaient jusqu'à 50 tonnes chacun pour des longueurs maximum de 34 mètres. Voilà, une fois on va dire le transport et la mise en place des tronçons, le réglage fin d'alignement et d'altimétrie pour pouvoir réaliser les joints de soudure a été fait sur l'ouvrage. Et la soudure et les finitions de peinture au niveau des joints de soudage ont été réalisées sur l'ouvrage. Voilà, je vais du coup laisser la parole à Xavier pour les appuis provisoires de la charpente. Donc, bonjour à tous, Xavier Boudin du bureau d'études CEMI.
Donc, on est un bureau d'études méthode basé à Chambéry. Sur ce projet, on s'est occupé de la conception et du dimensionnement des palais provisoires dont je vais vous parler maintenant, des outils de dépose des dalles et de la charpente dont Guillaume vous parlera ensuite, et puis des méthodes de déhissage de l'ensemble de la charpente en phase finale dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc là, je vais commencer par les palais provisoires. Donc, une fois qu'on a assemblé l'ensemble de la charpente sur le tablier existant, l'objectif ensuite, donc pour le moment, la charpente est appuyée sur le tablier existant, et l'objectif, la phase suivante, ça va être de venir déposer les dalles, puis la charpente existante. Et donc, pour ça, il faut que la nouvelle charpente n'appuie plus sur le tablier. Donc, il va falloir venir lui fournir des nouveaux supports en phase provisoire, et pas n'importe quel support, puisque c'est des supports qui doivent permettre de sortir à la fois les dalles et de permettre un délançage, de ne pas gêner le délançage des deux bipoutres existants, puisqu'on va délancer le bipoutre central et le bipoutre aval en même temps. Et donc, fort de ça, on a abouti à la géométrie que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire une palette qu'on a qualifiée de palette champignon, rapport à la forme, qui est simplement composée d'un gros tube en métal encastré en pied et qui supporte la nouvelle charpente. Donc, on va venir dévériner la nouvelle charpente sur ces palets-là. Et cette charpente va rester là pour une durée assez longue, plusieurs mois en l'occurrence. Et donc, au niveau du calcul de ces palets-là, on a eu à prendre non seulement les phases qui vous ont été présentées avant du phasage par Étienne, à savoir la dépose des dalles et la dépose des différentes tronçons de charpente, mais également le vent, qui a été une contrainte très forte au niveau de l'encastrement et de la stabilité de l'ensemble, et la température, les variations de température qui nous ont conduit à mettre des appuis néoprène. Donc la charpente, et ces palets-là sont munis d'appuis néoprène. C'est des palets qui font environ 8 mètres de haut, et donc dont l'encastrement était inséré dans un ferraillage très dense. On a utilisé toute la place disponible. Je vous laisserai juger de l'écart qu'il y a entre le tube et les deux bipoutres sur le plan qui est à l'écran. Voilà, c'était au chausse-pied. Vas-y, pour la diapo suivante. Donc ça, c'est pour les appuis intermédiaires. Donc ces palets champignons sont mis en œuvre sur les piles, et aux extrémités, là pour le coup c'est plus simple puisqu'on n'a pas toutes ces contraintes liées au phasage de déconstruction de l'ouvrage, et donc c'est des palets Camarto avec en complément un buton de contreventement pour la reprise des efforts latéraux. C'est tout bon. Merci Xavier. Du coup, en parallèle de l'assemblage de la charpente neuve par le charpentier, les équipes de génie civil ont pu réaliser les culées neuves. Donc le principe, c'est de garder un appui béton, on va dire, de gros béton des culées existantes, et de venir en arrière de ces culées existantes réaliser un chevêtre, un remplissage gros béton en premier lieu pour rattraper les niveaux, et un chevêtre neuf en arrière des culées existantes. La position de ces culées, l'implantation de ces culées neuves a permis de réaliser les culées neuves sans attendre la déconstruction de l'ouvrage existant, moyennant quelques adaptations, et notamment de calage, de reprise d'appareils d'appui de la charpente existante qui se trouvaient dans les zones à démolir. Donc, ces appareils d'appui provisoires ont été constitués de décintreurs 100 tonnes avec des néoprènes pour supporter la dilatation thermique et le fonctionnement de l'ouvrage. Voilà, donc à la suite de ça, il y avait une grosse phase de terrassement et de démolition du garde-grève existant et d'une partie du chevêtre existant, avec le rattrapage de gros béton pour rattraper les redans qu'on voit bien apparaître, qui ne correspondaient plus à la nouvelle géométrie des culées neuves. Pour le point de détail, les culées existantes étaient en vue en plan constituées d'escaliers, si on peut dire, pour accepter le biais de l'ouvrage, et les culées neuves ont été réalisées, elles, avec un garde-grève totalement biais, sans escalier.
Donc, une fois les gros bétons de rattrapage réalisés, la méthode de garde-grève préfabriquée pour gain de temps a été choisie. Donc, on posait les garde-grève pour qu'ils soient clavés via le chevêtre neuf coulé en place. Puis, les murs caches latéraux réalisés en place pour s'adapter à la géométrie des murs en pierre existants et de la culée existante, pour être coulés en place sans risque de préfabrication hors cote. Après la réalisation des culées, et une fois la charpente neuve sur ses appuis provisoires sur pile et sur culée, la dalle existante a été libérée de tous les camarteaux d'assemblage et il a fallu, avant d'attaquer le sciage, comme le disait Étienne tout à l'heure, caler le ourdi existant qui n'était pas connecté. Donc, on a mis une multitude de calages en sous-face entre la semelle sup des poutres existantes et la rase inférieure de la dalle. Donc, d'une part, sur le tablier amont, qui était en circulation, et d'autre part, sur le tablier aval qui était en phase de déconstruction, puisque l'anthrax des entretoises de la charpente mesurait 4,60 m et que les dalles sciées mesuraient moins de 2 mètres. Donc, on avait une dalle sur deux qui tombait dans le vide sans aucun appui. C'est pour ça qu'il y a une multitude de calages qu'on voit sur la photo en bas à droite. Pour accéder à ces calages, à ces poutres, puis ensuite accéder aux dalles pour venir les lever, on a pris le parti de créer un platelage bois sur toute la longueur des 2 bipoutres existants en sous-face pour pouvoir accéder à tout ça. En termes de sciage, il y avait 70 dalles à scier, de plus ou moins 20 tonnes suivant les dalles. La grosse contrainte a été la géométrie de la dalle existante, notamment celle des corniches et des retombées de poutres, qui a impliqué le sciage par 6 câbles, notamment pour les corniches. On a fait une bonne partie avec des scies à sol, mais il y avait une grosse majorité des corniches et des retombées de poutres qui ont été sciées avec des scies câbles. Donc, c'est des ateliers qu'on trouve pas facilement, et on a réussi à avoir jusqu'à 3 ateliers de scie câbles en même temps et 3 scies sols pour scier ces 70 éléments. Une fois toutes les dalles sciées, le but était de les déconstruire et de les évacuer. Donc, on a conçu un outil qui circulait sur la charpente neuve, toujours le même principe, équipé d'un palan 20 tonnes et de 2 treuils cabestants qui permettaient de déplacer longitudinalement l'outil sur la charpente, ce qui permettait d'accéder assez rapidement à n'importe quelle dalle et de l'évacuer. Donc, la problématique rencontrée, c'est qu'il fallait faire pivoter les dalles. Donc, on a pris le choix de faire un point de levage central pour pouvoir les lever, les faire pivoter et les poser sur un chariot pour être évacués. L'inconvénient de ce point de levage central majeur, ça a été l'interface avec les entretoises de la charpente. Donc, pour pallier à cette contrainte, on a créé sur le palonnier et sur l'outil des points de reprise latéraux extérieurs à la charpente neuve pour pouvoir passer les entretoises en relâchant le palan central et en prenant la charge sur les 2 points de levage extérieurs. On le voit bien sur les photos là. Et sur la photo aérienne, on voit les élingues pendantes à l'extérieur de l'outil qui permettaient de passer les entretoises. Une fois les dalles levées, elles étaient posées sur un chariot attelé à un manuscopique. Tout ça dans un encombrement assez réduit. On se rend compte de la taille du Manitou à côté des personnes. On avait 2,60 m de large et par endroit 1,90 m de haut pour passer sous la charpente neuve. Ce qui fait que évacuer des éléments de 20 tonnes dans cet encombrement-là, il a fallu adapter les outils nécessaires. Pardon. Et ensuite, à l'extrémité de l'ouvrage, il y avait deux longrines qui recevaient les dalles. Les dalles étaient ripées à l'aide de la pelle, depuis le chariot jusqu'aux longrines, qu'on aperçoit à droite. Il y a 2 fers bleus dans le tas de déblais. Et ensuite, elles étaient broyées sur place.
par la pelle et évacués par camion pour être recyclés en matériaux de remblai. Une fois la dalle complètement démontée et évacuée, on a attaqué le démontage de la charpente existante. Donc, comme le disait tout à l'heure Étienne, c'est un ouvrage qui fonctionne avec 2 travées cantilever et une travée de raccordement. Donc, la première chose était de libérer la travée de raccordement pour pouvoir commencer à déconstruire les travées cantilever. Pour démonter cette charpente, on a conçu 6 outils de capacité de 100 tonnes à peu près chacun. C'était les mêmes chariots que le chariot de démontage des dalles. Sauf que pour le déplacement longitudinal et afin de synchroniser les déplacements, on n'a pas utilisé des câbles, des treuils cabestants, mais des vérins longue course qui prenaient appui sur les connecteurs de la charpente pour se déplacer avec des sabots. Et ensuite, pour faire tout ce qui était levage et prise en charge des éléments de charpente, on avait des vérins 50 tonnes avec un système de double chevêtre sur les outils, des suspentes type tige, les tiges Dividag, diamètre 26, et en pied de ces tiges, des espèces de chevêtres auxquels étaient attachés des élingues textiles. Voilà, on voit ces chevêtres-là, des élingues textiles qui prenaient en berceau la charpente existante. Donc, ces 6 outils ont été assemblés puis éprouvés un par un afin de vérifier leur conformité aux charges qui allaient les solliciter. Ensuite, pour démonter les éléments de charpente, l'idée était donc de les prendre en charge, de les riper jusqu'à une extrémité de l'ouvrage à laquelle on avait construit une estacade en porte-à-faux au-dessus de l'Yonne qui permettait de recevoir les colis de charpente, de reculer les outils et de prendre en charge des morceaux de charpente grutables et chargeables en camion. Donc, à partir du moment où on avait un système de chariot d'outils qui avait des suspentes de chaque côté pour assurer la stabilité au moment de la découpe des éléments d'about, on a préféré utiliser ce système d'estacade pour que tout soit en appui au moment de la coupe et qu'il n'y ait pas de risque de basculement. Donc là, on revient sur la prise en charge de la travée de raccordement entre les 2 travées cantilever, ou les 2 donc prises en charge, les 2 appuis, les 2 connexions, donc d'un côté une rotule, de l'autre côté un osselet, ont été découpés et la travée de raccordement a été levée de quelques centimètres pour être laissée en place en attendant de démonter une des 2 travées cantilever pour ensuite évacuer la travée de raccordement et l'autre travée cantilever. L'intégralité de l'ouvrage a été délancé et déconstruit à une extrémité de l'ouvrage. Voilà. Ensuite, on se rend compte de la taille des colis. Donc, chaque colis pouvait faire jusqu'à 100 tonnes. Chaque bipoutre, c'est jusqu'à 100 tonnes. Donc, en tout, il y avait 200 tonnes en déplacement, en translation, jusqu'à arriver aux extrémités, là où c'était découpé en plus petits morceaux, gruté et évacué par camion. Cette tâche-là a pris 4 semaines, donc 4 semaines pour évacuer 600 tonnes de charpente environ. Voilà, je vais laisser la parole à Xavier pour la partie déhissage. Je vais vous parler tout de suite du déhissage. Une fois qu'on a évacué la charpente existante, il faut maintenant descendre la nouvelle charpente. Donc, pour ça, on utilise le schéma que vous avez sous les yeux. On commence par gruter pas les CNPS, donc qui sont les structures treillis que vous voyez sur les piles, qui font environ 12 mètres de haut et 12 mètres de large en dimension Orton. Ça fonctionne en structure portique, donc c'est-à-dire qu'il faut que cette structure soit stable dans son plan. Donc pour ça, il a fallu ancrer ces palets dans les nouveaux chevêtres au milieu de l'ensemble du nouveau ferraillage qui était plutôt dense. Vous avez pu le constater tout à l'heure quand Guillaume a montré l'ancrage des palets champignons. Et donc, l'intérêt, c'était d'en faire le mieux possible, ce qui nous a conduit
à l'implantation de la pallée qui est située au centre de la pile pour qu'on puisse s'en resservir ensuite pour l'aval. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la pallée qui est au centre sert à la fois pour le déhissage de la charpente aval et celui de la charpente amont. Elle ne bouge pas entre les deux. Donc, vas-y, tu peux passer. Donc voilà, fonctionnement en portique. Simplement, sur ces photos, vous pouvez voir que ce n'est pas simplement deux pallets CNPS qui sont empilés l'une sur l'autre. Entre les deux, on a des chevêtres en PRS rouge, là, qui se voient bien. Qui ne servent à rien pour cette opération aval, mais qui serviront dans un deuxième temps, une fois qu'on aura mis en place ce tablier, à supporter la charpente amont de la même manière que les pallets champignons supportaient celle de l'aval. À la différence près que là, pour le coup, on délance un seul bipoutre à la fois et donc on n'a plus intérêt à avoir une seule pallée comme pour l'aval. Bon. Pour déhisser cette charpente, on commence par la prendre en charge. Donc, le bipoutre total pèse environ 300 tonnes. Il est levé sur 4 vérins creux, sur 2 groupes de 2 vérins creux. Donc, on prend en charge la charpente. On se retrouve avec entre 75 et 80 tonnes par point de suspente. On est suspendu sur des grosses tiges en diamètre 50. On retire les pallets à marteau que vous avez montré tout à l'heure et on se retrouve donc avec un schéma statique de délançage qui est isostatique et qui présente l'avantage du coup de bien maîtriser les efforts qu'on a dans chacun des vérins et de savoir quelles charges on lève et à quel endroit. Une fois qu'on a pris la charpente en charge, elle ne repose plus sur les pallets tubulaires. Donc, on enlève ces dernières pour pouvoir ensuite descendre la charpente. Donc, on les retire simplement à la grue. Vas-y. Et puis, donc, une fois qu'on a retiré les pallets, on descend. On attend une fenêtre météo clémente d'abord parce qu'il faut pas être soit soumis, que l'opération soit soumise à des conditions climatiques trop défavorables. Donc on attend d'avoir une fenêtre météo clémente et puis on descend tranquillement la charpente sur ses appuis provisoires. C'est une opération qui dure une grosse demi-journée, une petite journée. Donc voilà. Et puis ensuite, donc on pose la charpente sur ses appuis provisoires, on retire les pallets et on peut souffler un petit peu pour le tablier aval en tout cas. Voilà, une fois que la charpente du tablier aval est sur ses appuis provisoires et à sa bonne cote altimétrique, ça a nécessité quand même un léger ripage transversal de la charpente d'un 1,50 m. Ce ripage était imposé par la nécessité d'axer la charpente neuve aval sur les deux bipoutres aval existants pour une question de répartition des charges en phase de démontage. Donc, une fois cette charpente à sa place définitive, on a réalisé le ourdi neuf. Donc ourdi, comme le disait Étienne, en dalles préfabriquées. 2 points particuliers sur ces dalles préfabriquées. Le premier, c'est qu'on a fait le choix d'intégrer les corniches en béton vu à la dalle pour des questions de gain de temps en phase de pose. Et deuxième point particulier, donc les béquets béquets intégrés au préfa qui servaient à coffrer les zones de clavage entre dalles. Donc, le phasage, toujours imposé par les sollicitations des phases provisoires, a nécessité de poser une dizaine de dalles à chaque extrémité avec une grue depuis la berge. Ces 10 dalles ont été clavées afin de réaliser le contreventement de la charpente existante pour ensuite pouvoir la solliciter un peu plus fortement avec la grue à chenille qui a permis, elle, de poser les 50 dalles courantes. Donc, les dalles étaient posées à l'avancement avec la grue à chenille jusqu'à mi-travée, la mi-portée du tablier. Et ensuite, la grue à chenille a changé de côté et réalisé la même chose de l'autre côté
pour poser la dernière dalle sans béquelle de clavage central. Une opération qui, en 12 jours de pause, l'ensemble du tablier était recouvert de ces dalles préfa. À la suite de ça, les clavages transversaux et des niches ont été réalisés. Puis, pose des garde-corps, la solution d'étanchéité en feuilles préfabriquées, réalisation des murets VL en extrudé pour séparer le trottoir de la chaussée circulée, réalisation des joints de chaussée, puis des enrobés, puis des joints de chaussée, avant de basculer la circulation sur le demi-ouvrage neuf pour pouvoir enchaîner avec la déconstruction-reconstruction du demi-tablier amont restant. Donc, ce basculement de circulation a été réalisé le 23 novembre, il y a un petit mois. Et actuellement, on est en phase d'assemblage de la charpente neuve amont. On a réalisé les plaques carbone, les renforts carbone dont parlait Étienne tout à l'heure. Et on est en phase génie civil d'une des deux culées amont neuve. Voilà, on espère avoir été clair. De toute façon, on est à disposition pour des questions. J'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes. Je vais juste vous proposer de regarder la vidéo du chantier de la phase aval, donc un time-lapse et puis quelques prises de vue par drone. Et à la suite de ça, on pourra échanger un peu plus en détail. Voilà. Super. Bon, je précise que
que théoriquement, il y avait une musique d'ambiance, mais donc les gens de Vinci n'ont pas été jusqu'à chanter pendant la présentation du film. C'est dommage, ça aurait agrémenté un peu. On a chanté, mais on avait coupé le micro. Je me fais le témoin de pas mal de messages de félicitations pour vous remercier de cet exposé qui était vraiment très intéressant. Et alors, il y a pas mal de questions. Donc, alors, on va essayer de procéder. Je vais passer la parole à Christophe Rollet. Il est toujours là. Tu es là, Christophe? Alors non, il a disparu. Apparemment, non, je suis là. Tu es là? Bon, alors tu avais une question sur, sur le départ, sur la manière dont avait été… Oui, pour bien comprendre Oui, bonjour à tous. Bravo pour la qualité de la présentation. Oui, j'avais une question sur par rapport aux pathologies, quand même, sur l'exhaustivité du diagnostic qui est conclu à la dépose de la charpente. Enfin, c'est quand même lourd. Donc, je voulais comprendre un petit peu l'exhaustivité, le contenu du diagnostic ayant conduit à ces solutions dès le départ. Oui. Alors, en termes de diagnostic, le Codric était intervenu au niveau diagnostic, donc avant la solution de réhabilitation. Il y a un diagnostic visuel, mais il y a aussi des diagnostics en laboratoire, que ce soit des échantillons prélevés sur les charpentes, sur les bétons. Et ce qui est ressorti quand même, c'est que localement, la structure existante était fortement endommagée, notamment au niveau des abous et des culées, qui nécessitait, je pense, la reconstruction. Mais de manière globale, on avait des qualités de matériaux qui étaient relativement bons et qui permettaient de les déconstruire et d'imaginer ces passes provisoires. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, pour ce qui est du choix de reconstruction, peut-être… c'est plutôt ça, oui. C'est plutôt ça la question, oui, sur le choix en amont. Alors là, je dirais qu'il faudrait, notre maître d'ouvrage peut se mettre avec nous, mais je dirais là, ça sera plus nous, on ne saura pas vraiment vous donner une réponse claire sur ce point-là. Et PMM peut-être, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est encore là. Alors, il est plus avec nous, je pense. Il n'a pas dû pouvoir rester. Il y a des problématiques de fatigue qui ont été évoquées, notamment. Donc, non, mais il y a des fissures de fatigue qui se réparent. C'était ça un peu la question. il faut savoir que l'ouvrage a été construit en 30. Donc, dans les années 40. Il a déjà subi des réparations au niveau des culées en 96. Et après, le contexte global du choix de réparation a été mené avec le maître d'ouvrage. Mais on a déjà un ouvrage qui était pathologique. Ça a peut-être guidé le choix de la reconstruction. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est pathologique qu'on doit le changer toujours. Hein. Mais bon. Donc, bon, merci en attendant. Ouais. Alors, je passe la parole à Renaud L'Église, qui avait des questions sur les fondations. Oui, non, en fait, la question, c'était de… Bonjour et merci, effectivement, c'était très intéressant. En fait, voilà, c'est de savoir si vous aviez suffisamment, je suppose, d'éléments sur dans le dossier d'ouvrage sur les fondations existantes pour pouvoir vous assurer que les centres de charge probablement plus importantes qu'à l'origine pouvaient être reprises sans difficulté, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours un dossier d'ouvrage particulièrement complet, en particulier sur les fondations. Et là, vous avez peut-être bénéficié de cet avantage. Enfin, vous voulez en savoir là-dessus, quoi. Alors, je vais répondre à nouveau. Mais c'est vrai que le marché d'entreprise n'était constitué que par le tablier. Et les appuis ont été validés en amont et on conserve la conservation de ces appuis. Donc, à part le comblement des galeries de minage, à part ça, la stabilité des appuis a été validée par une mission G2 anticipée. C'est vrai que les charges de l'ouvrage neuf, et même les charges en construction, n'étaient pas supérieures aux charges d'exploitation actuelles. Donc, il n'y a pas eu de rejustification au niveau de l'exécution des piles. Ce qu'on sait, c'est que les piles sont fondées avec des caissons dans des craies, avec une stabilité qui était jugée suffisante pour ne choisir la reconstruction que du tablier. D'accord, donc finalement, l'appui a démontré que les charges n'étaient pas plus importantes en définitive. Voilà. Ça, c'était très On favorable. a fait un comparaison de charges, en fait. Oui, c'est très intéressant, merci.
Il y a juste un chevêtre, pour compléter, il y a juste un chevêtre qui a été fait sur la tête des piles parce qu'en fait, les points d'appui n'étaient plus situés au même endroit. Donc, ce chevêtre permettait de recréer finalement une espèce de coupe de répartition qui homogénéisait les contraintes sur la tête de pile. Pour répondre au niveau des documents existants, on avait du coffrage des appuis existants, mais on n'avait pas d'informations sur l'éventuel ferraillage, ni même sur les matériaux réels. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un chevêtre de répartition qui permettait d'homogénéiser. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, Jean-Yves Sablon avait des questions sur le ferraillage des chevêtres. Oui, en voyant la photo que vous avez présentée, on voyait un ferraillage sous une charpente et le ferraillage avait l'air plutôt bien fait. Je voulais savoir comment ça avait été fait parce que c'était sûrement dans des conditions un petit peu difficiles. Est-ce que c'est de la préface, c'est fait en place? Non, alors du coup, effectivement, compte tenu des contraintes géométriques et d'encombrement, c'est tout. Donc, plus de 10 tonnes par pile ont été réalisées barre à barre, posées en place, pour améliorer, ou en tout cas réduire la pénibilité et les accès. On a reconstitué tout autour de la pile existante, enfin des deux piles existantes, un platelage en console pour avoir un peu plus de place. Et ensuite, les barres étaient approvisionnées, notamment les barres un peu longues, approvisionnées via un bac pendu par un Manitou pour être tiré dans le prolongement des piles. Voilà, mais c'est tout barre à barre ferraillé en place. Pour revenir rapidement sur la densité du ferraillage, c'est bien voir, on comprend qu'on avait la contrainte d'emprise du chevêtre par les prototypes existantes. Donc, on a dû optimiser l'épaisseur qui, naturellement, a conduit à densifier le ferraillage. Et le ferraillage a été fait par nos équipes en propre. Ok, merci. Ok. Alors, je vais passer la parole à Frédéric Rambaud, qui avait plusieurs questions. Bonjour. Alors, je voulais savoir si vous aviez rencontré du plomb dans les peintures et aussi comment vous aviez coffré autour du ferraillage très dense là en sous-œuvre, comment vous aviez coffré des coffrets tout en bois avec des tiges ou autres. Alors, le coffrage a été réalisé avec des panneaux manuportables plastiques et en traditionnel. L'avantage des panneaux plastiques, c'est que justement, dans un encombrement comme celui-ci, à 4 pattes, c'était beaucoup plus facile à manipuler, à assembler et à décoffrer ensuite. Et puis après, tout ce qui était arrondi d'about, ça, c'était des coffrages traditionnels en bois. Et ensuite, au niveau de chaque appareil d'appui existant, c'était pareil, c'était un coffrage traditionnel pour être décoffré une fois la charpente existante démontée. Concernant le plomb, très peu en fait, parce qu'en fait finalement il y en avait très peu, on en a trouvé un tout petit peu en cas de dosage dans des peintures juste sur les poutres extérieures en fait. Tout le reste n'avait pas ces peintures-là, les peintures colorées. Donc finalement on se retrouve avec très peu de contraintes liées au suie-plomb. Alors on a pris quand même des mesures adéquates et notamment les évacuations en filière adaptée sur ces sujets. Pour les chalumages, vous avez fait quelque chose de particulier? Enfin, vous avez chalumé, vous avez disqué, c'était comment la découpe des poutres? On a fait des coupes au chalumeau en se mettant côté intérieur. D'accord. Et avec après, on protection pour récupérer justement toutes les comment on appelle ça, les découpes, les projections et masques, etc. au moment des découpes. Mais je dirais que ça a été limité parce que justement on a remené des diagnostics et de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que voilà, on avait finalement très peu de contraintes vis-à-vis de ça par rapport à ce qu'on pouvait penser si toutes les peintures avaient été. Et au niveau des appareils d'appui, vous étiez, quand vous avez mis en place les dalles béton, vous étiez sur les appuis définitifs ou est-ce que vous étiez sur des appuis provisoires et après vous avez redescendu sur les définitifs? Et si vous étiez sur les définitifs, est-ce que vous avez relaxé après? Alors non, on n'était pas sur appui définitif, on était sur appui provisoire. Ah oui. Au Z théorique, en revanche. Et après, on a réalisé, une fois la dalle béton posée, clavée, les superstructures réalisées, donc toutes les flèches prises, on a réalisé les bossages en sous-œuvre et la mise en place avec un léger vérinage, dévérinage pour mettre en place les appareils d'appui. D'accord.
C'était quoi les appareils d'appui? Je ne les ai pas vus, mais Néoprène frété. néoprène frété. Ok, merci. C'est bon Ok. pour les réponses. Alors, je passe la parole à Régis d'Orbessan qui avait plusieurs questions et aussi une demande à vous faire. Oui, alors bon, la demande, c'est que j'ai trouvé ce mode opératoire très très original et je pense bien vu au niveau de la sécurité du levage et tout ça. Donc, j'exprime le souhait de faire une publication avec votre accord, bien sûr, et en mentionnant bien sûr tous les noms des participants, comme j'ai l'habitude de le faire. Une publication très synthétique, voilà, sur LinkedIn. Bon, je vous propose ça. Alors, vous ne vous êtes pas présenté, monsieur d'Orbessan. Oui, alors moi, je suis responsable ouvrage d'art à la direction technique de l'OPPBTP. C'est-à-dire, je m'occupe, l'OPPBTP s'occupe de la prévention des accidents du travail. Et moi, essentiellement, dans mon activité, je fais la promotion de ce qui me paraît bien dans votre métier, voilà, par des articles. Voilà. Et donc, je trouve très intéressant votre opération. Et si c'est possible, hein, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, et avec votre accord, je ferai bien une publication. Voilà. Voilà, bon, alors ça c'est le premier point. Et d'autre part, ce mode opératoire est-il complètement nouveau ou vous êtes-vous inspiré d'une autre opération ou d'autres choses? Voilà. Alors, à notre connaissance, c'est complètement nouveau. Mais voilà, donc. C'est-à-dire que non, ça a mûri dans la tête de plusieurs personnes au moment de l'étude. Eh ben, alors, pas exactement dans cette version-là, mais ça n'en était pas loin, ça s'est approché, puis petit à petit, en exécution, on affine le trait. Oui. Et je dirais, non, ça appuyé sur aucune expérience pour faire ça. Est-ce que ça existait? Je ne sais pas. Donc, mais en tout cas, écoutez, voilà. Si c'est possible, moi je vous propose de faire. Alors, je fais des publications très simples. Je vais simplifier énormément et en allant vers les choses qui me paraissent les plus intéressantes. Voilà. Okay. Je vous propose ça, si vous le souhaitez. Non, écoutez, ça fonctionne. Alors, donc, dans ces cas-là, j'écris l'article normalement sur LinkedIn et je demande aux gens de valider l'article ou de faire des remarques et je ne le publie que quand il est validé par tout le monde. Voilà. Très bien. D'accord. Voilà, ben merci d'avance. Monsieur d'Orbessan est un fidèle de la FGC. Voilà. Et alors, je crois que vous avez, je ne sais pas si vous continuez à avoir votre rapport annuel, là, mais parfois, les articles, une fois, un article a été repris pour faire la synthèse qui est publiée sur le rapport annuel. Donc, ça vous permet d'économiser un peu de travail. Voilà. Si ça convient, bien sûr. Eh ben, merci par avance. Voilà. Il y avait une autre question de Jean-Yves Sablon sur la réalisation des dalles. Oui, les dalles, vous avez utilisé des dalles préfa un petit peu compliquées avec des béquets, des relevés, etc. Donc, je voulais savoir si c'était de la préfa foraine, si c'était en usine, et puis si c'était en usine, qui les avait faites, si vous pouvez la le donner. Préfa usine, et ça a été fait à proximité de Belfort. D'accord. Ok. Je vois à peu près. Ouais. Vous voyez à peu près. D'accord, très bien. Et ouais, c'est avec des coffrages un peu spécifiques parce que c'est vraiment. Il y a beaucoup de. C'est assez compliqué quand même comme forme, on dirait. Ouais, c'est des coffrages spécifiques faits sur mesure et adaptables en fonction des côtés des côtés d'où on posait, parce que le béquet était forcément inversé d'une rive à l'autre. On n'en a pas parlé, mais le biais de l'ouvrage impliquait des sujets aux abus assez complexes de calculage notamment. Ok, merci. Alors, il y avait des questions de Nicolas Rouzet. Nicolas Rouzet. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Nicolas Rouzet, Société Ingérop. J'avais une question effectivement sur le joint de chaussée. Quel était le type de joint que vous avez mis en place et est-ce que vous avez une idée de la valeur du souffle? Alors, tout à fait. C'est un joint Fraissinet, un joint WD-90 avec un souffle longitudinal de 80 mm. D'accord. Et après, j'avais une autre question. C'était plus concernant les dispositifs de sécurité. Est-ce qu'il y a un calcul d'indice de danger qui a été fait?
sur le choix des dispositifs de sécurité en rive, ou on n'est pas soumis à cause de, je sais pas, de la vitesse ou des choses comme ça? Alors, je pense qu'on n'est pas soumis à cause de la vitesse parce que dans le marché, il n'y avait rien à ce sujet-là. On est sur une vitesse de 50 km/h, c'est ça? On est en zone, zone urbaine. Urbaine. Tout à fait. Ok. Merci. Alors maintenant, je vais me livrer à un sport très compliqué, c'est que je passe la parole à 340 763, je ne sais pas qui c'est, quelqu'un qui a posé une question sur le type de monitoring durant le chantier. Bonjour à tous, Pierre Herman, maître d'ouvrage à Strasbourg. Effectivement, je n'ai pas mentionné mon nom, désolé. Ok, pas de souci. Voilà, donc en fait, je me posais la question sur le monitoring, là, pendant la phase de travaux, quel a été le monitoring mis en place pour s'assurer du suivi de la stabilité des fondations? Est-ce que c'était assez traditionnel? Est-ce que vous êtes allé sur des nouvelles méthodologies? Alors, en fait, la seule chose qui a été suivie en phase travaux, c'est les flèches de la charpente amont, donc sous circulation, une fois la dalle béton sciée longitudinalement. On a fait régulièrement des levées topo de la charpente pour suivre sa déformée. Et au bout de 2 mois de suivi sans déformation, on a arrêté le suivi. D'accord. Il n'y a pas eu de suivi particulier de monitoring de piles ou choses comme ça qui ont été mis en place sur le projet. Et cela s'explique notamment par le fait que les comparaisons de charges n'étaient pas forcément trop défavorables, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que la dalle reconstruite et la charpente reconstruite sont toutes les deux moins lourdes. D'accord. Ok, très bien. Merci. Voilà, je passe la parole maintenant à André Joie. Bonjour André. Alors. Le micro, monsieur Joie. Le micro. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Non, toujours pas. Vas-y, André. C'est bien. Là, pour l'instant, ton micro est coupé. J'arrive pas. Ça y est. Ah. Oui, ma première question, je voulais revenir juste sur la stabilité des fondations au moment de la construction. Vous avez dit que la somme des charges entre l'ouvrage existant et l'ouvrage neuf qui était en partie déjà, qui s'appuyait déjà sur les appuis, n'augmentait pas la charge totale. Bon, voilà. Donc, j'aurais aimé avoir une explication complémentaire, je n'ai peut-être pas compris. Mais l'autre question portait sur la construction mixte. Vous faites une construction mixte avec des dalles préfabriquées. Est-ce que vous avez des contraintes particulières en particulier sur la réalisation du clavage? Bon, pour répondre aux appuis, je risque de me répéter. En gros, le poids de la charpente qu'on va mettre sur la chaussée, il est plus léger que le trafic qu'il pourrait y avoir sur cette chaussée. Finalement, la charpente est très légère. Hein. Donc, c'est pas une surcharge forte. Et pour ce qui est des béquets, c'est des dispositions relativement classiques avec des recouvrements complets. Hein. Le béquet, les dalles se chevauchent l'une et l'autre, et les béquets ne sont pas résistants à l'inflexion transversale et longitudinale. Ça, c'est je réponds à votre question. Mais peut-être au niveau de l'ordre de pianotage du bétonnage, c'était peut-être ça aussi la question. Est-ce qu'il y avait des choses… Oui, alors là, la seule particularité, donc c'était un roulis préfabriqué, hein, donc la majorité du poids est mise avant la fonctionnement mixte de l'ouvrage. Il y avait le clavage des extrémités qui était nécessaire pour contrebalancer les travées de rive avant la circulation de la grille sur ces travées. Et ensuite, Ensuite, en fait, le phasage de clavage, c'était, comme je le disais tout à l'heure, il y a les 10 premières dalles de chaque côté qui sont posées, clavées, avant de poser les suivantes. Et après, on a posé le reste des dalles
sans enclaver aucune. On a clavé tous les clavages, sauf les 2 ou 3 clavages au niveau de chaque pile, et on a terminé par le clavage au droit des piles pour éviter d'enfermer des moments. Merci. Alors, je passe la parole à Yves. On vous entend? Allez-y. Je n'ai pas le nom, j'ai juste Yves. Vous aviez une question sur un des appuis sur pile a-t-il une fonction fixe? Je ne l'entends pas. La question, c'était est-ce qu'un des appuis sur pile a-t-il une fonction fixe pour limiter les mouvements du tablier au niveau des joints de chaussée? Non, mais vraiment, l'ouvrage est sur appareil d'appui néoprène et il est libre sur ces néoprènes. Donc le point fixe de l'ouvrage est vraiment à l'axe de l'ouvrage. D'accord. Alors, je vais passer la parole à Jean-François Bruckmann, qui avait une information sur des antériorités du système. On est là, c'est bon? Oui. Oui, bonjour. Simplement, quand j'ai fait mes études à Strasbourg, je crois qu'un prof de méthodologie nous avait montré un principe à peu près analogue. Par contre, on était sur des voies ferrées et pas sur de l'eau. Mais c'était complexe parce qu'il y avait un nœud ferroviaire avec la ligne Paris-Strasbourg voilà, à franchir. Et dans mon temps d'études, nous avait été présentée une solution quasiment, alors là, un peu plus moderne, si j'ose dire, parce qu'il y avait beaucoup de vérins et des choses comme ça. Mais voilà, ça se rapproche. Et puis, c'est de votre maison. Donc, faites des recherches. Je ne connais pas exactement tout le détail, mais voilà. Mais ça, il y a 30 ans quand même. Il y a toujours des bonnes idées qui subsistent. Voilà, voilà. Merci. On va chercher. Merci Jean-François. Je crois que j'ai épuisé les questions, me semble-t-il. Autrement, il faudrait lever la main si je vous ai oublié. Moi, j'avais une question. C'était pendant la première phase, si j'ai bien compris, il y avait une circulation alternée. Il restait une seule voie de circulation. Oui, tout à fait. Mais dans les 2 phases d'ailleurs. Hein. Ah, d'accord. Même en ce moment. Oui, tout à fait. En ce moment, c'est la photo qu'on a à l'écran là. Et on voit qu'il y a un trottoir large, donc le trottoir qui est destiné à recevoir les modes doux, qui fait 2,50 m, et une chaussée circulée de 3 mètres de large, toujours limitée à 3,5 tonnes. D'accord. Et donc, il n'y a pas eu de difficulté pour la gestion des fils des feux tricolores, la gestion des poids lourds, des convois exceptionnels? Si. Si, on a été bien épaulé par les services de gendarmerie et du département, l'exploitation du département. Le démarrage a été un peu compliqué avec la mise en place de portiques de limitation de gabarit qui ont été renversés quelques fois. Et puis, une fois que tout le monde avait pris l'habitude, c'est rentré dans l'ordre et ça a plutôt bien fonctionné passé le premier mois. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Monsieur Dorbessan, vous vouliez redire quelque chose? Vous m'entendez? Oui. J'ai appuyé trop vite sur le retour de chariot là. J'étais en train de vous faire un petit message pour vous dire que vous m'entendez là? Oui, oui. Pour vous dire que je vais vous proposer rapidement un plan pour le petit article que je veux proposer et que je vais commencer par l'illustrer avec les documents qu'on nous a transmis. Et puis après, on verra si ça convient ou s'il faut autre chose comme photo. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, très rapidement, je vais vous faire un mail, monsieur Basilier. Hein, vous ferez la jonction avec l'entreprise, peut-être, ou avec les participants. Ou... Oui, oui, aucun problème. Aucun problème. Je vous remercie.
J'en profite pour dire et redire à tout le monde que donc le webinaire il a été capté en vidéo, donc on pourra le mettre en ligne sur notre site là, dès que possible, là, dans quelques jours. Et puis donc si Guilhem, si vous pouvez m'envoyer la copie du diaporama, on pourra le mettre aussi en accès sur le site. Merci. Pas de problème. Bon, personne Eh n'est bien, s'il n'y a plus de questions, je vais remercier tous les intervenants, les participants à ce webinaire. On était contents, je pense, de refaire une conférence sous un nouveau format pour la FGC. Je remercie l'entreprise, le maître d'œuvre, les bureaux d'études et puis le maître d'ouvrage qui n'a pas pu être présent, mais qui vous a aidé à préparer la conférence. Et puis un grand merci Didier pour avoir aussi bien manipulé Zoom qu'on n'a eu aucun souci. Donc, encore merci. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Et puis, merci beaucoup. Au 21 janvier pour parler du pont de Bourgogne. Merci Bravo. beaucoup. Au revoir. Bravo la FGC Rhône-Alpes. Merci Christophe. Pour le webinaire, super. Bravo. Merci, bonne soirée, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.